Cool, on est en ligne comme on dit. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Super content de vous retrouver encore une fois. On est encore dans une ambiance relax au restaurant. Aujourd'hui, on est à la Cage au Sport de Gatineau, dans mon coin, l'Outaouais, et je rencontre un autre humain d'exception, un gars de chez nous, Jean-François Leblanc. Salut, bonjour, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Écoute, c'est un privilège d'avoir la chance de te recevoir, puis on est en entrée de jeu un petit peu, on s'est rencontrés, juste donner un petit contexte, on s'est rencontrés dans un événement 5 à 7 il n'y a pas longtemps. Moi, je te connais depuis quand même plusieurs années dans tout ce qui est la communauté des affaires en Outaouais, chambre de commerce et tout ça. Tu avais ton entreprise avant. Moi, je t'ai connu, tu avais BIOS, qui était je sais pas si c'était ta première entreprise, par exemple. Je sais pas si tu as eu... Ouais, c'était ta première entreprise. Et par la suite, je t'ai vu te lancer en politique, puis comme conseiller municipal. Et là, on s'est vu dernièrement. Donc ça, c'est suite. Là, on est en 2023. On se souvient de la campagne en Outaouais, qui est d'ailleurs une campagne au niveau de la mairie. Les conseillers, c'est partout au Québec. Mais là, si on parle un petit peu plus dans notre coin ici en Outaouais, on se souvient de cette campagne-là à 3, cette course à 3-là. Puis on en a parlé un petit peu lors de notre rencontre. Puis j'avais envie qu'on jase un petit peu, pas au complet, pas juste ça. Je veux pas qu'on jase juste de politique aujourd'hui, mais j'ai envie d'entendre ton parcours puis comment ça s'est passé quand tout ça, quand ta défaite, on va le dire, on a le droit de dire ça en politique, c'est une défaite, même si, bon, c'est un mot que j'aime moins, le mot défaite, mais on va appeler un chat pour aujourd'hui. Juste mentionner, on n'était pas 3, on était 6 à la mairie. Pour vrai, moi j'avais l'impression que vous étiez 3. Tu vois, hein, la perception des gens. Hey, c'est un meilleur exemple. C'est fou, vous étiez 6. Ouais, mais à la fin, on était 3, là, ouais, pas c'est mal. Ça. Mais en fait, tout le long, on était 6. Il y en avait 3 qui bénéficiaient plus de visibilité, là, tu sais. OK, c'est ça. Puis c'était, OK, mon Dieu, tu vois, dans ma tête, à moi, vous étiez juste 3. Fait que, tu sais, tu as été conseiller municipal. On va commencer avec la politique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Après ça, on va découvrir l'humain derrière l'entrepreneur et aussi je veux pas dire ex-politicien parce qu'on sort jamais un politicien d'un politicien. Ça reste toujours, selon moi. Ce que j'ai trouvé comme note, puis corrige-moi si je me trompe, en politique municipale, conseiller municipal dans le secteur de Lac-Beauchamp et tout ça, qui est quand même dans le centre de Gatineau. C'était quand même un gros secteur. De 2016 à 2021. Oui. C'est ça? Excellent. Fait que c'est 5 ans comme... c'est un mandat. Tu as fait combien de mandats? Un mandat et demi. Un mandat et c'est demi. un mandat 20 mois parce qu'il y avait une élection partielle dans le district du Lac-Beauchamp. Il y a un conseiller municipal qui a été élu au fédéral et qu'il a fallu faire une élection partielle. C'est vrai. C'était quel conseiller qui avait été élu? Stéphane Lauzon qui a été élu au fédéral. Exact. C'est vrai, je me souviens. Fait que c'est là que tu avais embarqué là-dedans. Parfait. Puis là, arrive 2021. Tu es quand même très bien installé comme conseiller municipal dans ton coin. Tu travailles très fort aussi pour tes électeurs, pour les citoyens de ce secteur-là. Et là, te vient l'envie, l'idée, ou je sais pas, tu vas commencer par me dire qu'est-ce qui a motivé, dans le fond, ta décision de te présenter à la mairie en 2021. Fait que ça part là. Qu'est-ce qui en fait, c'est pourquoi, dans le fond, tu as choisi de t'en aller à la mairie au lieu de rester dans ton poste de conseiller, que tu étais quand même bien installé, puis il y avait beaucoup de travail à faire encore, là. Ah ouais. Ben, c'est difficile, le poste de conseiller. Après 6 ans, d'entendre des citoyens t'appeler pour des problèmes d'égout, les poubelles n'ont pas été ramassées, mon voisin il fait de la musique. Tu sais, je savais les réponses, je savais comment composer avec ça. Puis j'avais le goût de faire d'autres choses. J'avais pas le goût de laisser tomber mes citoyens, parce que j'avais quand même fait beaucoup d'exercices d'apprentissage. Ouais, exact, ouais. Donc, tu te dis, ben, tous ces efforts-là, tous ces apprentissages-là, pour, tu sais, finalement, juste dire je lâche, c'était pas mon genre. Non, Puis c'est je ça. trouvais que comme conseiller municipal, j'avais pas de pouvoir du tout. Ah ouais, C'était hein? souvent plus les fonctionnaires qui décidaient. Fait que tu n'as même pas comme genre des pouvoirs décisionnels sur t'avais-tu des commissions, je pense qu'ils appelaient ça des commissions, tu avais des dossiers. Puis même ça, t'avais pas assez de pouvoir décisionnel là-dessus. L'élu est supposé de contrôler l'horaire des commissions, mais souvent, c'est les fonctionnaires qui contrôlaient. Ah ouais, hein? OK. Ça, c'était frustrant? T'essaies d'emmener des... Oui, c'est vraiment frustrant. Surtout quand tu viens du monde entrepreneurial. Ouais, en plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conseillers municipaux qui viennent pas du monde entrepreneurial, c'est des administrateurs, c'est des gestionnaires. C'est vrai. Eux autres sont habitués avec cette lourdeur administrative, avec le red tape.
Mais quand tu viens du monde entrepreneurial, tu as géré des entreprises, puis tu es habitué de prendre des décisions, puis que ça s'exécute, puis que ça arrive vite. Ah ouais, c'est Là, vrai. tu tombes dans la lourdeur administrative, puis les contraintes, puis on sait pas, on va évaluer, on va te revenir d'ici une couple d'années, voir si on peut le faire. Wow. C'est juste des mandats de 4 ans. Là, tu sais. Là, de se faire dire dans une couple d'années pour un entrepreneur, puis en plus, comme tu le dis, c'est un mandat de 4 ans, t'es comme, voyons, ça peut pas bouger tout de suite. C'est ça. Fait que moi, je suis genre qui voulait tout accomplir en même temps, faire une différence Ouais. le plus rapidement possible. Puis là, quand tu te fais tout le temps mettre des bâtons dans les roues, tu fais tout le temps... tu vis des choses pas le fun. Mais là, je me suis dit, peut-être qu'à la mairie, je vais avoir plus de pouvoir. On va aller voir. OK. C'est ça que j'ai fait quand je me suis lancé en politique municipale comme conseiller. J'ai dit, dans le fond. J'écoutais beaucoup la radio parler. Les nouvelles, je trouvais que ce qui ressortait, c'était que la ville était mal gérée, que c'était une gang d'incompétents, puis que ça allait pas bien. Ouais, c'est facile à dire quand t'es pas là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, moi, j'écoutais ça. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une conseillère municipale. Puis j'ai dit un petit peu mon opinion. Puis à la fin de la rencontre, elle m'a dit, écoute, pourquoi tu ne vas pas ta face sur une pancarte puis tu viens pas nous aider si tu trouves qu'on fait pas une bonne job? Je dis pas fou. T'as dit ça de même, pourquoi ouais. tu mets pas ta face sur une pancarte Ah ouais. puis viens-ten sur notre bord, si tu vas faire mieux, genre. C'est un peu ça qu'elle voulait te dire. Okay. C'est parce que, justement, beaucoup de gens jugent le travail des conseillers municipaux ou des élus. Là. Ils se disent, voyons, c'est facile, la décision. Mais quand tu n'as pas l'ensemble du dossier, tu n'as pas participé à l'ensemble des discussions, tu n'as pas lu les 300 pages de documents qui venaient avec cette décision-là. Exact. Tu te fais juste aux journaux, aux nouvelles, pour te baser une opinion sur une décision qui a été prise par un conseil municipal. Tu sais, c'est ça qui est... ça, c'était-tu frustrant, en tout cas, tu sais, comme dans le sens que ça, c'est tellement vrai, ce que tu dis, souvent, les citoyens... Tu sais, c'est pas juste en politique municipale, là, provinciale, fédérale, partout. Les gens jugent beaucoup, puis non seulement ils jugent, mais en plus, ils font une opinion de ce qu'ils voient dans les journaux, dans les médias, puis les maudits sondages aussi. C'est frustrant parce que toi, tu es directement dans le dossier, tu as mis des heures et des heures à lire comme il faut le dossier, puis les décisions que vous prenez, sont en fonction du vrai dossier complet, puis du mieux que vous pouvez, puis pour le mieux de la situation des citoyens. Fait que tu te sentais comme un peu impuissant, un peu, dans le fond? Ou... oui, tu te sens impuissant, tu sens que c'est pas juste. Parce que souvent, tu vas préparer un projet pendant des mois avec des recherchistes, tu vas le documenter, tu vas le présenter. C'est un beau projet, c'est bon pour la ville, c'est bon pour les citoyens. Puis là, le lendemain, tu présentes ton projet, le lendemain, tu lis dans les journaux, puis c'est pas du tout ce que tu as présenté qui est reflété. Là, des fois, c'est déformé un peu. Ça, c'est frustrant en tabarouette. Écoute, quand l'élection se prépare, bon, tu te lances à la mairie, tu travailles fort, tu te positionnes. Il y a de l'argent aussi là, d'investir là-dedans. Tu sais, quand vous faites des pancartes puis faites des pubs, tout ça, c'est ton argent, right? Il y a une partie qui est remboursée par la ville, mais juste si tu tiens un certain nombre de votes. Qui est 15% des votes. C'est 15%, je pense que c'est ça, 15% des votes. Okay. Fait qu'au départ, quand même, il faut qu'ils front ces déboursés-là. Tu peux en fronter une partie. Il y a une partie pour que tu ailles chercher en contribution d'électeurs. Tu peux aller en chercher en contribution. Okay. Fait que là, tu es là-dedans, tout se prépare, tu pars. Avant que le gros de la campagne commence, quelles étaient tes appréhensions? Comment tu voyais ça? Étais-tu déjà confiant de gagner? Tu ne te lances pas en politique si tu as un manque de confiance. Là. Ça, c'est sûr que... Bon point. À la base, j'étais assez confiant. Puis moi, dans ma tête, j'avais coché toutes les cases. Qu'est-ce que tu veux dire? Cocher toutes les cases? J'avais été 12 entrepreneurs. J'avais été conseiller pendant 6 ans. J'avais fait toutes les formations pour être conseiller. J'avais été sur plein de commissions. J'étais comme président de la commission de développement économique. J'étais à l'aéroport. J'étais vice-président d'Idées Gatineau. Mais même si tu n'étais pas en politique, tu étais déjà beaucoup impliqué. Non, ça, c'est pendant que j'étais en politique. OK, pendant. Pour te lancer en mairie, c'était ta checklist. Pour la mairie, là, j'avais tout Voyons, fait. Ben, si je suis dans en conversation, ta barouette. Fait que là, tu sais, puis j'avais tout coché les cases selon moi que ça prenait. J'étais présent sur le terrain, j'avais fait du porte-à-porte, j'avais gagné 2 élections. J'étais transparent, j'essayais d'informer les citoyens. Les inondations m'ont vu beaucoup sur le terrain. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, même pendant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, j'ai essayé de trouver des façons, tant qu'à rester chez nous à rien faire, de faire une différence pour les entrepreneurs, de motiver les gens. J'ai fait des vidéos.
sais, fait que selon moi, j'avais coché toutes les cases, puis j'étais la meilleure solution pour le citoyen. J'aime ça. Puis, tu parles beaucoup de tu voulais faire la différence, de faire la différence. C'est quelle différence exactement que tu voulais faire? Ben, c'est plate à dire, mais moi, je trouve que ta machine est pétée. OK, Si la ville était une business, ouais. elle ne serait pas en affaires, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Parce qu'il y a une série de mauvaises décisions, il y a des décisions économiques qui font pas de sens, il y a plein de choses qui se passent. Des budgets mal utilisés aussi, des décisions bizarres pour dépenser l'argent. Fait que toi, tu la voyais comme étant une machine qui était brisée et tu voulais venir réparer cette machine-là avec ton expérience entrepreneuriale, dans le fond. En gros. Ouais. As-tu été déçu? Oui, j'ai été déçu, c'est sûr. Ouais, hein? Tu parles du résultat de l'élection? Non, même avant ça, du fait que tu pouvais pas faire cette différence-là comme tu pouvais même comme conseiller, parce que justement, c'est une machine qui est... Est-ce que c'est une machine qui est réparable? C'est une série de déceptions, c'était ça tout le temps. J'avais développé des demandes budgétaires pour augmenter le budget dans le développement économique. En tout cas, j'avais fait plein d'efforts. J'ai travaillé vraiment fort pendant 6 ans pour essayer de faire bouger les choses. J'ai pas réussi à faire bouger les choses tant que ça. Okay. Dans mon district, ça allait très bien, mais moi, je voulais faire des choses plus grandes. Plus grandes. À travers la ville au complet. C'est ça. Parce que c'est ça que j'allais te demander, tu sais. Si c'était une série de déceptions, que tu n'avais pas été capable de faire les choses comme tu avais voulu, pourquoi tu as décidé de te lancer à mairie, tu sais? Parce que je pensais que là, je pourrais faire une différence. Fait que c'était vraiment la position qui te disait, si j'ai cette position-là, je vais finalement être capable de faire la différence que je veux faire. J'espère que T'espérais ça. J'ai parlé souvent avec Maxime Penneau-Jobin, puis souvent, il avait le même discours que moi. Il dit, on contrôle pas tout. Il y a des procédures, il y a des lois, il y a des règlements. Puis des fois, il y a des fonctionnaires qui veulent juste pas faire avancer des dossiers. C'est frustrant. Une autre raison que la machine est pétée, c'est que on change d'élu à tous les 4 ans. Oui, ça non plus, ça l'aide pas. Hein? Non. Fait que là, t'as du monde qui sont là. Dans certains cas, ça peut faire du bien parce que tu as un élu qui est moins performant, qui rapporte moins à la société, qui lui s'en va. Mais dans certains cas, tu as des bons élus qui partent malheureusement. Puis ça, c'est plate pour la ville. Oui, effectivement. Fait que ça devrait être... Qu'est-ce que... Je comprends qu'on n'a pas ce pouvoir décisionnel-là, là, mais tu sais, ça serait quoi le scénario idéal? Si tu des mandats plus longs, si tu des mandats de... en même temps, si t'en pognes un qui n'est pas d'affaires là, puis que ça peut être long, un mandat de 8 ans, mettons, là, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que les fonctionnaires utilisent ça. Ah oui, hein? Tu sais, ils font étirer les choses juste assez pour être capable de toffer 4 ans. Puis là, après ça, il y a une coupure, parce qu'il n'y a pas tout le temps une bonne relation ou une continuité des opérations. Imagine que tu vas à une entreprise ou tu achètes mon entreprise, je t'adonne, mais je te parle plus. Le lendemain. C'est comme, débrouille-toi. Ça marche pas. Ça marche pas de même en affaires. Là. Il y a toujours comme une transition. Puis, idéalement, il faudrait avoir une transition, il faudrait avoir un accompagnement. Il faudrait que, hey, viens, je vais te présenter les gens du district, je vais te présenter. Ça peut arriver dans certains districts, mais il devrait avoir une continuité des connaissances, puis une continuité un transfert de connaissances. Fait que ça se fait pas parce qu'il y a une coupure, parce que le staff politique, les élus, dans le fond, ils changent. T'sais, moi, je suis sûr qu'il y a des rues que je voulais qu'on refasse, qui me promettaient pour plus repousser d'année en année. Ouais, parce qu'ils savaient que tu t'en... Une fois que moi je suis parti, là, le nouveau, ils n'ont pas dit que c'était prévu cette rue-là. Là. Oh my God, ça c'est Fait que là, c'est à recommencer. Tout le temps à recommencer. Là, chaque élu va avoir ses choses qu'il veut avoir. Wow. Tu penses que ça marche de même dans, mettons, toutes les municipalités au Québec? J'imagine que oui. Ouais, ça doit être comme ça. Les plus petites, ça doit être plus difficile. Là. Je sais pas, moi j'ai juste... C'est la 4e plus grande ville au Québec, là, Gatineau. Quand même. Puis, OK, fait que là, on se ramène dans le temps, c'est la journée des élections. Oui. OK? Gros travail de fait quand même sur le terrain. C'est sûr que cette journée-là doit être remplie d'incertitudes quand même. Mais comment tu te sentais le matin même de la journée des élections? C'était quoi ton feeling? Comment tu voyais ça? Jusqu'à la dernière minute, j'y ai cru. Ah ouais, hein? Jusqu'à la dernière minute, on était dans mon bureau de campagne, puis j'étais sûr que j'étais pour être le maire le lendemain matin. Ouais, hein? Jusqu'à la dernière minute. Wow. Ça n'a pas été le cas de toute mon équipe. Okay. Il y a des gens, il y a des gens dans la gang qui doutaient, tu sais? Ouais, il y a des gens à un moment donné qui se sont découragés. Mais, tu sais, j'avais une grosse équipe, j'avais une bonne équipe. Puis, tu sais, quand tu crois dans toi, puis
tu te lances en quelque part, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu T'as pas le choix. T'as pas le Si choix. toi, Faut que tu crois en doutes, toi. le moindrement, 15 jours avant les élections, mais tu perds la moitié de tes bénévoles. Là. Ouais, Si même toi, clair. tu crois pas dans toi, comment Même tu veux que les toi, tu bénévoles perds, ouais. qui viennent passer des heures à faire des appels téléphoniques, envoyer des courriels, vont dire, ben là, il croit pas dans lui-même, j'irai pas, tu sais. Mais tu sais, on entend des fois, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis c'est totalement à 100% ce qu'il faut faire. Tu sais, t'as pas le choix d'être 100% confiant jusqu'à la fin. Mais tu sais, des fois, on va entendre ça, puis il y en a qui ont un petit doute, mais qu'ils vont quand même mettre, tu sais, un masque, puis ils vont dire, il faut que je sois confiant jusqu'à la fin pour ma gang, pour mes bénévoles, parce que sinon, le monde, ils vont arrêter, tu sais, de se mobiliser, puis tout ça. Mais toi, tu y croyais vraiment jusqu'à la dernière, jusqu'à temps qu'ils sortent les votes, dans le fond. Oui, jusqu'à temps qu'ils sortent les votes. On était là, on écoutait. Puis même au début, ça a sorti vite, les résultats. Oui, c'est vrai. Puis là, on s'est dit, ben là, ça se peut pas. Là. Ils ont juste ouvert une partie des boîtes. Là, Ah ouais, hein? Puis là, après ça... Wow. Ça a pris combien de temps pour que tu commences à te rendre compte que... Non, je gagne pas, là. Je gagne pas. C'est pas moi qui ont choisi. Quand ils l'ont annoncé, puis là, ça a été annoncé sur plus qu'un poste de radio, télévision. Fait que là, ben, on savait. Mais j'ai fait un de mes plus beaux discours en avant de mon équipe où est-ce que j'ai dit que, dans le fond, on n'a pas perdu. On a gagné parce qu'on a fait une campagne droite. On a bien travaillé. On a coché toutes les cases. On a travaillé fort. Fait que moi, je considère que je l'ai gagné, cette campagne-là, mais dans mon cœur. Mais démocratiquement, c'est pas parce que tu as fait tous tes devoirs et tu as coché toutes les cases que tu vas nécessairement gagner. Mais moi, c'était important. Ça me dérangeait pas de perdre, mais je voulais perdre avec la tête haute. Ouais. Je voulais pas faire de promesses. C'est tout à ton honneur aussi, tu sais, pour ça. Puis le résultat, corrige-moi si je me trompe, mais bon, tu as la mairesse présentement qui a gagné. Tu avais deuxième et dans le fond, tu as fini troisième. Il y en avait 6 au début. Tu comprends ça? Je suis sûr qu'il y en a eu toujours 3. Tu vois que des fois, on se pense qu'on se tient au courant, mais on l'a dit tantôt, c'est souvent ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on entend. Et là, tu finis troisième. Comment tu te sens à ce moment-là? Ben, c'est sûr que t'es déçu. Là. Pour certaines personnes, comme ma conjointe, elle était soulagée que je n'avais pas gagné. Ah oui, hein? Elle était derrière moi. Ah oui, hein? Tu l'as senti ça ou elle te l'a dit verbalement? Ah non, elle me l'a dit. Ah ouais, hein? OK. Souvent, elle me disait, j'espère que tu ne gagneras pas. Tu sais. Mais elle travaillait autant que tous les autres. Et est-ce qu'elle disait ça pendant le processus, pendant la campagne? Ça doit pas être... ben souvent, elle me... Ah ouais, hein? OK. Mais ma blonde, c'est une comptable. Ouais. Elle est habituée d'être... c'est ça, elle a compté. Calcule les risques. Ouais, puis, ouais. Puis là, il y avait le fameux 15 % là, parce que quand tu investis... C'est ça qu'elle calculait, la comptable aussi, là, on va se le dire. C'est ça. Fait que là, quand le résultat est sorti, là, on a regardé le 15 % c'est au moins, parce que si tu ne fais pas 15 % t'es pas remboursé. Là, il faut que tu rembourses tout personnellement. Wow. Je me souviens pas précisément des résultats. Est-ce que le 15 % a été dépassé? Oui, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup, pas juste. De beaucoup, ouais. Es-tu chaud? Est-ce que tu pensais à ça, non. first? Est-ce que tu pensais, tu sais, mettons, quand ça arrive, toi, là, je comprends que ta blonde, la comptable aussi, le monde dans ton équipe vont dire tabarouette, si on peut au moins avoir en haut du 15 % se faire rembourser. Toi, là, t'es le gars qui est sur le champ de bataille, là. T'as pas pensé à ça? Non. C'est pas à ça que tu penses. C'est mon équipe. C'est quand on a fait le post-mortem que mon équipe m'a dit, hey, après l'annonce, là, on regardait les chiffres. Là. OK. Puis, quel sentiment, à part la déception, évidemment, c'est ce qui est tout à fait humain. Je veux dire, tu as travaillé tellement fort, tu finis, tu gagnes pas d'un. Puis en plus, ben, tu finis dernier, sans dire que dernier, là, parce que j'aime pas dire ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a de la déception. Quel autre, mettons, à quoi tu as pensé? À quoi autre que tu pensais, autre de dire, ouais, on travaille fort, je suis déçu. Je suis déçu de mon équipe, je suis déçu de ne pas avoir gagné. Autre que ça, à quoi tu pensais? Oui, j'étais déçu, mais j'étais fier de ce que j'ai accompli. Ça. Combien de personnes tu connais qui ont fait des courses à la mairie? J'en connais pas beaucoup. La seule que je connais autre que toi, proche, là, c'est mon père. Dans les années, mon Dieu, dans les années 90, 80 même, je pense. Mon père était conseiller municipal à Masson-Angers avant la grande fusion. Il a été conseiller municipal pendant une dizaine d'années, puis lui aussi a tant. Puis ça, on avait cette conversation-là dans le 5 à 7 avant qu'on fasse le podcast, puis je vais en parler. Moi, j'ai connu ça, là, la politique, tout jeune. Mon père a baigné là-dedans toute mon adolescence. Puis j'ai fait sa campagne avec lui à la mairie. J'avais 18 ans à l'époque.
Fait que j'en ai 46, fait qu'on recule de, tu sais, on dit ça, des années 90. Peut-être début 2000, en tout cas, peu importe, c'est pas important. Puis c'était la même chose, conseiller municipal pendant des années, très solide comme conseiller. Il avait fait plein de choses pour la communauté puis tout. Puis il avait un rêve, c'était de devenir maire. Tu sais, ça a dû être un rêve pour toi aussi. Tu sais, tu disais, je vous laisse le poste pour pouvoir avoir une influence, pas une influence, mais pouvoir faire une vraie différence, avoir un pouvoir décisionnel, mais en même temps, c'est un rêve, là. Tu sais, c'est une passion, la politique. Puis moi, j'ai vu mon père aller là-dedans, puis c'était la même chose. Il s'est lancé, il était sûr jusqu'à la dernière minute qu'il gagnait. Il a fini 3e, lui aussi, sur une course à 3 à l'époque. Puis je me souviens d'avoir vu mon père comme... C'était tough, là, c'était tough. Fait que quand ça t'est arrivé, puis je te l'ai dit l'autre fois 5 à 7, j'ai pensé à toi, moi. J'ai pensé à toi quand ils ont sorti les résultats, parce que ça m'a fait tellement penser à mon père quand ça a été arrivé. Puis je lui ai dit, je peux comprendre comment Jean-François il se sent en ce moment même, à l'heure où je le dis, là, puis j'ai des frissons aussi. Les voix, là, on les voit pas à la caméra, mais toi, tes voix, là. J'étais comme... J'ai écrit dessus, tu sais, ben, on se connaissait, mais tu sais, on se croisait dans les 5 à 7, passer pour avoir une relation proche, puis t'écrire quand c'est arrivé, mais j'étais comme, je veux que tu saches, j'ai pensé à toi. Parce que le scénario me faisait tellement penser au scénario de mon père dans les années. Fait que je peux tellement comprendre comment tu te sens. Là, j'ai envie de te demander, une fois que ça c'est fait, bon, évidemment, il y a un processus d'acceptation. Tu sais, je veux dire, je sais ce que c'est. Il faut accepter que ça n'a pas marché. Puis j'aime quand tu dis que tu étais très fier du travail que tu avais fait. Tu as fait un super beau discours à ta gang, à tes bénévoles. Il faut être fier du travail accompli malgré le résultat. Mais là, tu reviens chez toi, le soir ou le lendemain, il se passe quoi? Il y a un mélange des deux. Premièrement, il y a une grosse vague d'amour de gens qui t'écrivent sur les médias sociaux et qui te disent, tu sais, t'as fait une bonne job, t'as fait une bonne campagne. Tous ceux qui disaient qu'ils voteraient pour toi, mais qui n'ont pas voté pour toi, là. C'est un monde-là. Il y en a quand même, tu sais, quand tu regardes les chiffres, les résultats des élections, je me souviens plus des chiffres par cœur aujourd'hui, là, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour aller voter sur moi, sur un petit nombre de gens qui votent. Tu sais, c'est un petit pourcentage de gens qui votent. Fait que, tu sais, j'étais fier de ce que j'avais accompli. Mais ce qui est étrange, c'est que le lendemain, là, tu passes pendant 6 ans, là, tout le monde m'appelait à tous les jours, m'invitait à toutes sortes d'affaires pour que je participe, pour du financement, pour, tu sais, tu es sollicité partout, là, pendant 6 ans. Là. Pendant 6 ans, tu as 4-5 invitations par jour à plus rien. Zéro. Tu as un secrétaire qui t'appelle pour dire vider ton bureau. Puis, c'est ça que c'est pareil, hein? Ouais. La secrétaire de l'hôtel de ville a dit viens vider ton bureau, là, c'est fini, mon chum. Là. C'est ça. Puis là, tu t'en vas vider ton bureau, puis là, t'as les élus qui sont là, qui se magasinent des nouveaux bureaux, puis tu sais, t'as une espèce de mélange de... Ouais. Puis là, quand tu gagnes une élection, t'es sur un nuage, là, tu sais. C'est clair, c'est clair. Fait que là, eux autres sont sur un nuage, puis tout est un peu comme ta ballonne est pétée. Fait que là, il y a comme un drôle de mélange de choses. Puis là, après ça, ben, tu te retrouves chez vous, le téléphone ne sonne plus. Puis là, ben, évidemment, moi, j'y croyais tellement que j'avais pas de plan B. Là. Non, c'est ça. Toi, mais là, j'ai décidé de me choisir. Fait que j'ai pris du temps pour moi à juste... c'est quoi t'as fait? Ça a été quoi que t'as fait pour te choisir, justement? Ben, je sortais d'une vie à 100 000 $. Moi, je travaillais 12 heures par jour. Je faisais des siestes de 15 minutes, 23 minutes, en fait, à tous les jours. Hein? Parce que ma campagne, c'était toute la journée, c'était 7 jours sur 7. Puis là, tu peux pas arrêter comme ça, t'asseoir puis regarder la télé. Là, ça marche pas de même. Fait que je me suis lancé dans la crypto-monnaie. Je me suis lancé dans toutes sortes de patentes informatiques. J'ai fait une boutique en ligne, j'ai fait des NFT. Je me suis gardé occupé. Tout ce qui était électronique. Puis, je suis retourné dans mon monde. Puis c'est ça. Après ça, j'ai eu un contrat pour rédiger un standard national en cybersécurité. Ça a super bien été. Puis après ça, ben là, j'ai trouvé que c'était intéressant et que c'était un besoin pour les entreprises de la cybersécurité. Puis là, je me suis lancé en cybersécurité. Tu t'es lancé là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est ce que tu fais, right? Oui. Tu as une business là-dedans, tu es consultant ou tu as une entreprise? Ouais, Super Conseil, j'accompagne des entreprises à se protéger au niveau de l'informatique. Excellent. Puis, c'était quoi les réflexions, mettons, tu sais, durant... Parce que, tu sais, tu dis, je me suis relevé, parce que, tu connais
je sais pas si c'est une phrase ou la citation qui dit, vraiment ce qui fait que je vais y aller dans l'angle des humains d'exception parce que c'est un des principes que j'avais écrit. C'est un des principes des humains d'exception. C'est pas de tomber. On tombe tous, c'est comment on se relève. C'est l'importance de se relever. C'est aussi de la façon qu'on se relève. Fait que tu as fait ce processus-là de te relever. Tu t'es pas apitoyé sur ton sort. Tu te dis, je vais me mettre dans le mouvement, je vais me mettre dans l'action, je vais revenir dans mes anciens amours qui étaient la technologie, l'informatique, la cybersécurité est arrivée en même temps. Mais il y a dû avoir des réflexions sur la vie en général, sur ta carrière, sur le reste de ta vie, sur ta vision de la vie, mettons. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé suite à ce moment-là? C'est sûr que, en début, tu as dit tu peux pas sortir le politicien. Là. Moi, j'ai mis un X à la politique. Ouais. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, puis j'ai essayé de faire de la politique comme un entrepreneur. Okay. Puis là, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Ça marchait pas. Puis j'ai plus le goût d'aller là. Fait que ça, c'est une décision que j'ai prise. Retourner en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais politicien. Ouais. OK. En plus, tu y pensais des fois? Ouais. Y a-tu un moment où tu dis quand j'aurais dû rester entrepreneur puis j'aurais peut-être pas dû aller en politique ou ça s'est pas passé? Non, j'ai fait un cheminement extraordinaire. Tu as aimé ton passage, tu as aimé ton chemin, tu as aimé ton parcours. Ouais. Okay. Je suis content des apprentissages que j'ai faits, je suis content des gens que j'ai rencontrés. Hier, j'ai un chum qui est venu chez nous, il veut se présenter à la mairie dans une ville pas loin d'ici. Okay. Il est venu me poser des questions. C'est quoi le meilleur conseil que tu lui as donné? J'ai dit faire attention. Faire attention parce que il y avait des intentions peut-être lucratives. Puis là, il faut que tu fasses attention. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Faut pas que ça soit en tout cas. Faut pas que tes intentions soient juste autour de ça, effectivement. Puis tu sais, c'est un peu ça que j'ai fait moi quand j'étais conseiller municipal. Je poussais le développement économique, mais c'était pas pour mon bien à moi, c'était pour personnel, le bien de la communauté. J'avais plus d'entreprise. C'était pour aider l'ensemble des entrepreneurs, pour faire du développement économique, pour après ça avoir de l'argent dans nos coffres, pour être capable d'investir dans d'autres activités. Tu as dit il n'y a pas si longtemps, il y a quelques secondes, minutes, j'ai mis une croix sur la politique. Puis c'est drôle parce que tantôt, j'ai fait une couple de recherches avant de m'emmener pour faire l'entrevue avec toi. Puis j'ai googlé Jean-François Leblanc, conseiller municipal. Puis là, boum, je tombe sur ta page. Tu sais, en Google, sur Google, là, tu vas voir l'emplacement, tu peux voir les horaires, les heures d'ouverture, puis tout ça. Puis t'as encore cette page-là qui existe, by the way. Puis là, ça dit « Fermé définitivement ». J'ai trouvé ça drôle. Puis là, j'ai noté une question. Je me suis dit, est-ce que le politicien est vraiment fermé définitivement? Ah oui? Tu sais qu'il faut jamais dire jamais. Hein? Non, je le sais, mais... T'as mis une croix là-dessus pour toujours? Faut jamais dire pour toujours, etc. Là, mais pour le moment... je suis pas intéressé au provincial, je suis pas intéressé au fédéral. Moi, ce que j'aimais, c'est être proche du citoyen. Si j'avais eu l'ambition de rester, j'aurais continué à m'intéresser à la politique municipale. Puis j'ai carrément décroché. Complètement décroché. J'ai pas écouté un conseil municipal. C'est bizarre parce que j'encourageais tout le temps les citoyens quand j'étais conseiller de s'intéresser à leur municipalité, tout à fait, parce à ce qui se passe. Tu comprends mieux pourquoi les décisions sont prises aussi. Là. Mais moi, je l'ai fait, cet apprentissage-là. Je le comprends, comment ça fonctionne. Ouais. Puis quand quelqu'un m'aide à comprendre un dossier, je suis capable d'aller, je sais où aller écouter le peignier, je sais où aller écouter le conseil municipal, je sais où aller chercher les documents. Je l'ai fait, cet apprentissage-là. OK. Excuse, j'ai eu un blanc de... Là, maintenant, aujourd'hui, la page... on va dire la page de la politique est tournée. Oui. Le chapitre même est fini, puis tu viens de dire que le livre est fini, il est fermé, man, puis on passe à d'autres choses. Aujourd'hui, tu as une entreprise, tu m'as dit que tu es expert consultant en cybersécurité, les entreprises, tout ça. Qu'est-ce que, autre que, mettons, d'avoir retrouvé la passion de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça que tu faisais avant, c'est ça que tu as toujours aimé. As-tu encore le goût, mettons, de t'impliquer dans la communauté? Ou ça aussi, ça allait éteindre cette passion-là? Au début, je m'étais dit que j'allais pas recommencer parce qu'avant la politique, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai créé le Salon des entreprises. Vrai. J'étais président du rapprochement des associations. J'étais cofondateur du Centre de paysage social. J'étais vraiment partout. Ouais.
Puis je savais pas que j'allais m'impliquer en politique. C'était vraiment... Parce qu'à ce moment que tu faisais ça, puis là, tu ouvres une belle parenthèse. Fait qu'au moment que tu faisais toutes ces implications-là communautaires, qui étaient un peu reliées aussi à l'entrepreneuriat, tu n'avais pas d'ambition politique à ce moment-là? Non, pas du tout. Puis là, après ça, j'ai été conseiller municipal. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, après, j'ai dit, ça va faire le bénévolat. Là, j'ai assez donné. Là, Ouais. J'ai fait ma part. Fait que là, je vais moins en prendre. Puis là, ben tranquillement, tu te fais approcher pour un dossier. Puis là, je suis rendu, vice-président de la Chambre de commerce. J'étais impliqué dans la PAO, j'étais impliqué dans les BNI. Fait que j'ai recommencé. BNI à PAO, Chambre de commerce, c'est vraiment là pour la visibilité de mon entreprise, Oui, dans exact. le fond. Tu as toujours été dans les BNI, même avant la politique, avant... Oui, c'est ça. Même quand j'étais conseiller, j'avais continué dans le BNI. C'est vrai, t'as raison. Fait que t'es revenu dans cet environnement-là, puis mettons, suite avec toute cette expérience-là, quand même bien des années d'expérience en entrepreneuriat, une belle expérience, on va se le dire, c'est une belle expérience, la politique quand même. Est-ce que ça a changé ta façon de faire des affaires? Est-ce que ça a changé l'entrepreneur? Est-ce que l'expérience du politicien a changé, dans le fond, l'entrepreneur? Ben, c'est pas l'expérience du politicien, c'est l'expérience humaine, si on veut. C'est que j'ai décidé de me choisir. Puis, tu sais, je me suis donné des critères après mon temps de réflexion. Je me suis donné, tu sais, je savais que je voulais pas d'employé, je l'ai déjà eu. Je voulais pas de patron. Je voulais choisir mes heures puis travailler, tu sais, quand je veux. Fait que j'ai choisi je l'ai vécu, là, moi, là, des stress puis des nuits debout à refaire des serveurs. Puis, fait que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Puis là, j'ai choisi de plus de bordrer de ces... parce que c'est quand même des choses qui sont pas toujours faciles à gérer. Fait que tu t'es permis de te choisir, mais aussi de choisir qu'est-ce que tu voulais comme entreprise. Je me suis créé une entreprise qui rentrait exactement dans mon cadre de ce que je voulais, avec exactement les partenaires que je voulais. Exact. Et ça, c'est magnifique. Là, moi, je suis vraiment sur mon X. Là. Ah, j'adore. Je suis content de t'entendre dire ça. Puis moi, j'aime l'humain. Tu sais, moi, j'aime ça. Ouais. Fait que ce qui remplit mon seau, moi, c'est quand j'aide des entrepreneurs. Fait que je fais beaucoup de mentorat. J'ai recommencé à faire du mentorat. C'est vrai, tu as recommencé à faire ça. T'en faisais ça avant? Oui, ça fait depuis 2012 que je fais du mentorat. Ça fait une dizaine d'années. Fait que j'ai recommencé à faire du mentorat. Puis l'accompagnement que je fais en entreprise, c'est ça aussi. Là. C'est de rencontrer la personne, d'échanger avec elle pendant 2 heures, puis de regarder. C'est un petit peu comme toi, tu fais de l'accompagnement en affaires. Exact. Ben, moi, c'est la même affaire, mais axé sur la sécurité. La sécurité. Mais il y a une dimension humaine que tu amènes beaucoup dans ce travail-là. Est-ce que tu dirais que c'est plus présent, la dimension humaine dans ta business, dans ton entreprise, dans la façon que tu deals avec tes clients qu'avant, mettons? La cybersécurité, son objectif, c'est de protéger l'humain. Oui, effectivement. C'est pas de protéger les bases de données ou les serveurs. On protège l'humain. T'as raison. Puis l'humain est rendu vulnérable par la fuite des renseignements personnels, là, c'est ça, quand tu fais voler ton identité, puis quelqu'un se met à acheter des autos puis des choses à ton nom. C'est quelque chose qu'on n'en parle pas bien de ça, hein, non, la cybersécurité, là, mais c'est intense en tabarouette, là. Très intense. Tant que ça t'arrive pas, tu réalises pas à quel point ça peut être un méchant, je cherche le bon mot en français, c'est une catastrophe. En anglais, c'est vraiment une pain in the ass, là, mais c'est une catastrophe là, quand ça arrive, là, ça. Là. Ça peut être une catastrophe pour l'entreprise qui a été victime d'une cybersécurité, puis que tous ses clients, tous ses employés, mais c'est une catastrophe aussi pour l'humain, que lui, là, il se fait voler son identité. Là. La réputation de l'entreprise. En plus. C'est vraiment une catastrophe. Puis comment ça t'explique ce phénomène-là, qui est de plus en plus intense, présent? On en entend un petit peu plus parler, mais on n'en parle pas encore assez, mais on dirait qu'il y a plus de cas de cybersécurité qu'on ne voyait pas avant. Les outils sont là. Eux autres aussi utilisent ChatGPT, eux autres aussi utilisent l'intelligence artificielle pour être capable de... Avant, c'était facile. Il y avait plein de fautes d'orthographe d'un courriel qui envoyait de phishing. Maintenant, il passait à ChatGPT. Ça a un français exceptionnel. C'est sans faute d'orthographe. Puis là, les outils sont de plus en plus intelligents, sont de plus en plus accessibles. Puis tu as des États qui forment, qui financent des gens pour être des hackers, pour venir... Puis eux autres, ils rentrent dans un édifice. Il y a des édifices de 40 étages en Chine. Il y a des États qui financent le hacking. Des hackers pour venir chercher de l'argent en Amérique du Nord pour financer la guerre. Là.
Voyons La donc, Russie, la Chine, la Corée. Oh my God. C'est tout. C'est rendu des gars. Fait que là, tu as des groupes de hackers financés par l'État qui viennent cibler des entreprises. Fait que quand ils tombent sur des grosses entreprises ici, puis là, ils viennent chercher des renseignements médicaux. Ça vaut, c'est ce qui vaut le plus cher sur le dark web présentement. Ah, ouais, hein? Caroline, tu m'apprends ça et tu nous apprends ça, je suis sûr, à plusieurs personnes aussi qui écoutent le podcast. OK, c'est rendu pas mal plus intense que juste ce qu'on entend à se faire voler nos renseignements personnels, comme quand il y a eu Desjardins, là, pour ne nommer que celle-là, parce que je sais qu'il y en a eu plein d'autres, que bon, là, les gens, toutes les informations personnelles qu'ils donnaient, on ne sait même pas dans les mains de qui c'est tombé, mais ça peut aller jusqu'à... On sait qu'il y a toujours eu de l'espionnage là, entre les pays et tout ça, mais là, la cybersécurité avec l'espionnage, on est en plein intelligence artificielle. Ce que tu dis, c'est rendu à un autre niveau. Là. C'est à cause des rançongiciels. C'est tellement payant, ils font de la... Les rançongiciels. Ouais. Fait que ça, ils te volent toutes tes choses, ils te volent tout ton compte. Ils ont le contrôle sur ton logiciel. Ils encryptent toutes tes données dans ton entreprise. Ben, premièrement, ils rentrent dans ton entreprise avec un lien de phishing. OK. Là, une fois qu'ils sont dans ton entreprise, ils peuvent rester là pendant 6 mois. Là, ils regardent les courriels passés, ils regardent ce qui se passe, ils vont lire les états financiers, puis ils disent, ben cette entreprise-là est capable de, je sais pas moi, fait 200 000 par année, est sûrement capable de payer 100 000 de rançon. Fait que là, ils attendent après un long fin de semaine de Pâques, admettons. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un rançongiciel. Ils vont effacer les backups, ils vont désactiver les backups, les sauvegardes. Après ça, ils vont mettre le rançongiciel, ça va crypter toutes les données. Puis ils vont te faire un message en disant, bon, on a crypté toutes tes données, si tu veux les revoir, donne-nous 100 000 en Bitcoin. Puis t'as tant de temps, il y a un compteur. Un compteur. Tant de fait temps ça, là, c'est pas juste dans les films, dans les séries, là, ça existe pas. Puis après tant de temps, si t'as pas payé, on efface toutes tes données, puis tu n'y auras plus accès. Wow! Fait que là, les entreprises n'ont pas le choix de payer. Puis il y en a qui se font prendre à toutes les semaines. Puis pourquoi que ça existe, puis pourquoi c'est fort? C'est parce que c'est payant. C'est bien moins dangereux être dans un sous-sol de cave en Corée, hacker des entreprises en Amérique du Nord, que de faire une banque avec une cagoule. C'est clair. Fait qu'il y a plein de jeunes qui se lancent là-dedans puis qui se disent... Ben, tu le dis, c'est ça qui est triste puis qui est dommage, c'est que c'est l'appât du gain, l'appât de l'argent puis tout ça, ça va influencer un paquet de jeunes qui vont s'en aller là-dedans, mais ça reste que ça devient des criminels. Là. C'est criminel de Gatineau qui s'est fait ramasser par le FBI. Hein? Un hacker ici à Gatineau, ramassé par le FBI. Il travaille au gouvernement, s'est fait ramasser par le FBI. Il y a une émission là-dessus à... JE, genre? Pas JE, pas de découverte. Je sais pas. Okay. Mais à Gatineau. Radio-Canada, je pense. C'est pas à Gatineau. Tu Google le hacker de Gatineau, une vidéo, là, tu vas voir. C'est rendu. C'est le seul qui s'est fait prendre sur son groupe. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Là. Parce que quand il y en a un qui se fait prendre, ça veut dire qu'il y en a des centaines d'autres. Hop. Tu sais, quand on parle de Google, le téléphone à Jean-François, il allume. Là, il veut répondre Google. J'adore. C'est bon. J'ai envie de te demander maintenant, autre que ton entreprise que tu as reparti, c'est quoi les projets futurs à Jean-François Leblanc? Ben là, je suis en croissance d'entreprise. Fait que là, la partie démarrage est faite. On est en croissance. Fait que là, mon objectif, c'est de remplir mon calendrier de formation le plus possible. OK. Parce que tu repars à zéro, dans le fond, ta business. Tu en as monté une business avec BIOS dans le temps. Ouais, là, c'est comme une nouvelle. Je voulais me partir une compagnie en cybersécurité, mais il y en avait une qui existait déjà. OK. C'était comme jumelé à eux autres. OK. Fait on faisait un match parfait, je les ai rencontrés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pars pas à une autre compagnie, on en a une, puis on a besoin de quelqu'un comme toi. Exact. Fait que j'ai dit, je vais aller voir, je les ai rencontrés, je les ai aimés, puis on s'est mariés. On s'est mariés. C'est bon. J'adore. C'est comme une micro-entreprise à l'intérieur d'une grande entreprise. C'est une convention d'actionnaire. Oui, c'est ça, c'est un mariage. Oui, je sais. oui, c'est ça. Oui, puis il y a des divorces aussi dans les conventions d'actionnaires. Je t'amène sur quelque chose que je demande souvent à plusieurs de mes invités. Moi, je parle beaucoup, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, je parle des choses qui nous limitent, qu'on se limite soi-même, qu'on s'impose à soi-même, que ce soit au niveau de notre mindset, de notre état d'esprit, que ce soit au niveau de nos peurs, que ce soit au niveau du doute, toutes les espèces de limitations psychologiques ou émotionnelles qui nous empêchent de vraiment avancer puis de réaliser nos rêves, réaliser nos projets, puis d'allumer notre excellence, comme j'aime dire. Moi, j'appelle ça des béquilles invisibles. Hein, je fais le parallèle avec le fait que moi, je marche dans la vie avec une béquille tous les jours de ma vie, j'ai juste une jambe. Puis je dis souvent que, bon,
c'est rien, ça, marcher avec une béquille. Moi, c'est un pet. Mais on avance dans la vie souvent avec des béquilles qui sont invisibles. Ouais. Quelles sont, toi, tes béquilles invisibles que tu as réussi avec toute ton expérience à briser ou à surmonter ou à dealer avec, puis que maintenant, tu as pu t'en libérer? Tu es capable de m'en nommer une ou deux? Ben, j'ai un déficit d'attention, là. Ah oui? Ouais. OK. Moi, je suis genre, là, je vais faire couler partout. l'eau pour la vaisselle, je vais aller porter les poubelles au chemin, je vais réparer la boîte à mal, là, je vais aller Fait que tu finis pas tes trucs, tondre là, le dans le fond, gazon, tu pars après d'autres je choses. finis la vaisselle, là, je pars, tu sais, OK. je fais tout le temps un paquet de choses en même temps. Puis dans mon ordinateur, ben ça m'a ma affaire. Ah oui, il y a ça un courriel qui rentre, je réponds au courriel, Ah là, oui. je m'assois pour faire quelque chose, puis je fais un paquet de choses. Je fais un paquet de choses en même temps, j'en accomplis tout le temps beaucoup. Mais c'est une béquille de tout le temps être distrait puis de tout le temps essayer C'est vrai. Fait que faut toujours que tu te interrompu. forces faut toujours c'est un travail constant pour toi de garder ton attention, garder ton focus Garder sur ce que le tu es en focus. train de faire en ce Ouais. moment. Mais quand j'étais avec un humain puis j'enseigne, Ouais. ben là, le téléphone est fermé, j'ai pas accès à mes courriels. Il y a juste Google qui répond des Je fois. suis juste concentré Il y a sur juste lui. Google qui Ouais. répond des fois. Ouais, parce que faut que tu te mettes des barèmes puis des outils parce que sinon tu pars. OK. C'est ça. OK. Ben maintenant, les ordinateurs, tu as l'option de ne pas déranger, mode concentration, ces choses-là. Fait que j'essaie d'utiliser C'est vrai. ces outils-là pour être Ça l'aide. C'est des bons trucs. plus Effectivement. efficace. J'utilise ChatGPT, j'utilise plein de choses. Il y non. a des outils aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il y en a de plus en plus. Et autre que celle-là, est-ce qu'il y en a une béquille invisible qui est plus profonde, mettons, que tu souhaites te libérer? Ou que tu travailles en dessus là, en ce moment, parce que faut tout le temps j'y pense. Non? Il y a juste celle-là. Tant mieux. Ça veut dire que tu en as libéré pas mal. Ouais, on est libéré pas mal. T'en as libéré pas mal. Tant mieux, tant mieux. C'est quoi en ce moment, maintenant, après tout ça, cette expérience-là, ces années-là, ce qui s'en vient, encore mon Dieu, plein de belles années pour toi. C'est quoi la vision de ton futur, de ta vie Ben, moi, pour les prochaines ma années? mission, c'est de protéger le plus d'entreprises ou d'aider le plus d'entreprises à se protéger au niveau de la cybersécurité, tout en passant du temps avec mes petits-enfants, puis en passant du temps en famille, puis en me respectant moi-même là-dedans. Ouais, parce Je que l'ai. tu as un petit enfant. Tu m'as Ouais, surpris tout à l'heure quand tu m'as dit ça avant le podcast. J'ai une petite fille de Cool, 9 ans ça. et un petit gars de 5 ans. Wow, Fait que, ça change beaucoup de choses. Hein, ouais, ça. ouais. C'est le J'adore fun. ça. Il paraît que c'est le fun parce que c'est pas la même affaire que d'être parent. Tu sais, c'est comme, Non. c'est Quand le t'es tanné, côté le fun. Quand en t'es fait. tanné, t'appelles la mère, puis tu dis viens chercher. Excellent. Excellent. Ça, c'est cool. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Terminer le podcast comme ça. C'est une question que je pose à tous mes invités. Si tu écoutes une couple de podcasts, peut-être que tu t'attends à cette question-là. Le podcast s'appelle Humain d'exception. Donc, j'aimerais que tu me dises, dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Ben, je pense qu'un humain d'exception, c'est quelqu'un qui est en croissance constante, qui cherche tout le temps à s'améliorer, à faire du bien autour de lui, aider les autres, puis essayer de changer le monde pour le mieux. Tu sais. Quelqu'un qui passe sa journée à écouter Netflix, qui aide pas son prochain, qui passe à côté de quelqu'un qui est mal pris, qui regarde par en avant, qui passe. Ça, c'est pas un humain d'exception. Non, c'est vrai. Bien d'accord avec toi là-dessus. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui fait une différence. Excellent. À plusieurs niveaux. Est-ce que tu te considères comme un humain d'exception? Ben, C'est bien mieux de me dire oui parce que moi, je vais te dire que oui. C'est comme une question piège. Ouais, je sais. T'as même pas besoin de répondre. T'es une humaine d'exception, JF. Merci grandement d'avoir participé, de t'être prêté au jeu du podcast Humain d'exception. Je te souhaite tout ce que tu veux dans les prochaines années, du plus beau, du plus bon, du temps en famille, du temps de qualité surtout, précieux, des souvenirs, de vivre des expériences aussi positives avec tout ton monde, puis de faire ta différence à toi, tant au niveau professionnel avec la cybersécurité, mais aussi juste avec ta personnalité auprès des gens autour de toi. Tu dis que tu t'impliques moins au niveau de la communauté, mais juste de ta personnalité, de ta façon de vouloir aider le monde autour de toi, tu fais déjà un impact autour des autres. Fait que bravo pour ça. Merci encore. Puis je te souhaite une bonne vie, même si on va se revoir bientôt. Merci, JF. Merci beaucoup pour C'était le fun. l'invitation. Ça fait J'ai plaisir. super aimé ça. Ça fait plaisir.
Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission, pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Bienvenue dans l'univers humain d'exception.